Il existe des décisions qui ne cherchent pas la reconnaissance, parce qu'elles ne survivraient pas à l'exposition. Le mariage ici n'est pas un événement, mais un verrou, une transformation irréversible opérée hors champ, là où l'image publique cesse d'avoir autorité. Ce qui compte n'est pas d'être vu, mais d'être désormais lié. Le mariage existe dès l'instant où il retire une option. Il ne s'annonce pas, il s'impose. Sans photographie, sans témoin, sans récit social, il agit pourtant avec une efficacité totale. Il redéfinit l'axe de décision, resserre le futur, modifie la responsabilité de chaque geste. Ce n'est pas une célébration, c'est une reconfiguration. Dans un univers où la visibilité constitue la monnaie principale, choisir une union qui ne se montre pas revient à déplacer le centre de gravité de l'existence. Le couple cesse d'être une projection pour devenir une infrastructure. Rien n'est ajouté au personnage public, tout est soustrait à la marge de manœuvre privée. Le mariage n'embellit pas l'image, il la rend plus risquée, parce qu'il crée un point vulnérable que le regard extérieur pourrait exploiter. Ce mariage n'a pas besoin d'être raconté pour produire ses effets. Il agit comme une loi silencieuse. Désormais, toute décision professionnelle, toute absence, toute fatigue, toute prise de parole engage plus qu'un individu. L'union devient un filtre. Elle ne dit pas ce qui doit être fait, mais ce qui n'est plus possible. Elle n'ordonne rien, elle limite. Et cette limitation n'est pas négociable. À partir de là, la liberté change de nature. Elle n'est plus expansive, elle devient conditionnelle. Elle s'exerce à l'intérieur d'un cadre que l'on a accepté sans en afficher les contours. Le mariage non nommé n'allège rien, il concentre. Il exige une discipline intérieure plus stricte que celle imposée par n'importe quel rituel public, parce qu'aucune validation extérieure ne vient soutenir l'effort. Lorsque l'enfant apparaît, qu'il soit déjà là ou à venir, le mariage cesse d'être abstrait. Le temps se densifie. Le corps n'est plus un territoire neutre. L'avenir ne se projette plus, il se calcule. La responsabilité prend une forme mesurable, et cette forme ne peut être ni reportée ni déléguée. Le mariage, jusque-là invisible, devient structurel. Il organise les jours, contraint les rythmes, redessine les priorités. Ce mariage ne protège pas de la solitude, il la transforme. Il crée une solitude spécifique, celle de porter une décision majeure sans l'appui du regard collectif. Il n'y a pas de récit pour alléger le poids, pas de symbole pour partager la charge. Il n'y a que la cohérence à maintenir, jour après jour, dans un silence choisi. À ce stade, appeler cela un mariage devient presque impropre. Il s'agit plutôt d'un état de vie irrévocable, une fidélité à une structure que l'on a soi-même instaurée, en sachant qu'elle ne serait jamais applaudie. Et c'est précisément cette absence d'applaudissement qui en fait la solidité. La grossesse agit comme un révélateur brutal de la fiction de maîtrise. Avant elle, la vie peut être pensée comme une suite de décisions ajustables, de trajectoires corrigibles. Avec elle, apparaît une donnée qui ne se renégocie pas. Le réel cesse d'être modulable. Il devient massif. Ce déplacement produit une tension spécifique. L'identité publique continue d'exiger constance, disponibilité, fiabilité, tandis que le corps impose une variabilité nouvelle. Cette dissociation n'est pas morale, elle est structurelle. Elle crée un décalage entre ce qui est attendu et ce qui est physiquement possible. La grossesse introduit également une asymétrie irréversible. Le temps personnel n'est plus strictement personnel. Chaque choix engage désormais un autre que soi, même en l'absence de toute mise en scène familiale. La responsabilité n'est pas annoncée, elle est déjà là, installée, sans langage pour la contenir. Il ne s'agit pas d'un renoncement volontaire, c'est une réorganisation forcée des priorités dans laquelle la volonté n'a plus le premier rôle. La fatigue, la vulnérabilité, l'incertitude deviennent des paramètres centraux. Le corps cesse d'être transparent, il devient un acteur à part entière, parfois opposant. Dans cette configuration, la question n'est plus « que veux-je faire ?», mais « qu'est-ce qui reste possible ?» La grossesse déplace la pensée du désir vers celle de la capacité réelle. Elle réduit l'écart entre l'abstraction et la matière.
Ce que la grossesse détruit définitivement, ce n'est pas la liberté, mais l'illusion de sa neutralité. Elle montre que toute autonomie reposait sur une absence temporaire de contraintes visibles. Une fois cette absence levée, la structure réelle de la vie apparaît. Il n'y a pas ici de transformation héroïque, ni de révélation édifiante. Il y a un fait simple. Le corps impose un futur qui ne peut être ni ignoré ni délégué. La responsabilité ne se discute pas, elle s'exerce. La grossesse ne confère aucun sens supplémentaire à l'existence. Elle n'enlève rien non plus. Elle oblige seulement à reconnaître que vivre, à un certain point, consiste moins à choisir qu'à composer avec ce qui est déjà en train d'advenir. C'est là que le contrôle s'effondre, non dans le chaos, mais dans la précision. Chaque limite devient lisible, chaque décision prend du poids. Et dans cet espace restreint, il n'y a plus de récit à produire, seulement une réalité à assumer. La grossesse, qu'elle soit imminente, en cours ou déjà incarnée par l'enfant, introduit une donnée que ni la carrière ni l'image ne peuvent absorber. Le temps cesse d'être un outil d'ajustement. Il devient une pression directe. Chaque mois perdu n'est plus abstrait. Il a un coût biologique, émotionnel, organisationnel. Le corps impose son calendrier, et ce calendrier ne négocie pas. À partir de là, le mariage change de statut. Il n'est plus seulement un cadre moral ou affectif, mais une nécessité fonctionnelle. Il sert à stabiliser ce que la grossesse rend instable, l'énergie, la disponibilité, la projection. Le couple devient une unité de gestion du réel, non pas pour rassurer, mais pour tenir. Le futur ne se rêve plus, il se planifie sous contrainte. La grossesse retire au corps sa neutralité. Elle transforme l'intimité en territoire stratégique. Chaque décision professionnelle, chaque déplacement, chaque engagement public doit désormais composer avec une limite interne, non visible, mais impérative. Le corps cesse d'être un support. Il devient un facteur décisif. Et avec lui, la responsabilité cesse d'être théorique. Le mariage, dans ce contexte, n'apparaît pas comme un refuge sentimental, mais comme une réponse structurelle à l'irréversibilité biologique. Il fixe un périmètre. Il déclare, sans discours, que certaines priorités ne peuvent plus être repoussées. Il ne promet pas la stabilité émotionnelle. Il garantit seulement la continuité minimale nécessaire pour que la vie puisse s'organiser autour de ce qui arrive. Cette pression temporelle produit un effet paradoxal. Elle clarifie autant qu'elle enferme. Les options se réduisent, mais les décisions gagnent en densité. Ce qui est choisi l'est sans illusion. Ce qui est abandonné l'est sans regret spectaculaire. La grossesse oblige à renoncer à l'indétermination, et le mariage devient l'acte qui assume ce renoncement. Il ne s'agit pas d'un passage à l'âge adulte au sens moral, mais d'un déplacement brutal du centre de gravité. L'existence cesse d'être orientée vers l'optimisation personnelle. Elle se réorganise autour d'un autre corps, d'un autre rythme, d'un futur qui ne dépend plus uniquement de la volonté individuelle. Le mariage n'est pas la cause de ce basculement, il en est la conséquence logique, presque mécanique. À ce stade, la question n'est plus celle du désir ou de la peur. Elle est celle de la capacité à soutenir une structure dans le temps. La grossesse révèle immédiatement les fragilités, celles de l'organisation, du couple, de l'endurance psychique. Le mariage n'efface rien. Il rend seulement visible ce qui devra être porté ensemble, sans délai, sans décor, sans droit à l'attente. La visibilité publique ne protège de rien. Elle déplace simplement la solitude. Plus le visage est familier, plus la vie privée devient un territoire à haut risque. Le mariage tenu hors champ n'est pas un caprice de discrétion, c'est une stratégie de survie. Il ne vise pas à cacher l'amour, mais à empêcher qu'il soit disséqué, interprété, instrumentalisé. Dans cette configuration, la solitude ne vient pas de l'absence de l'autre, mais de l'impossibilité de partager la charge de la décision avec le collectif. Rien ne peut être expliqué sans être déformé. Rien ne peut être montré sans perdre sa fonction. Le mariage devient un espace fermé, non par élitisme, mais par nécessité. Il doit rester opérationnel, pas symbolique.
La grossesse accentue cette solitude. Elle rend certaines contraintes visibles de l'intérieur seulement. La fatigue, l'inquiétude, la vigilance permanente ne trouvent aucun équivalent dans le discours public. Elle ne se raconte pas sans devenir anecdotique ou suspecte. Le couple porte donc seul une réalité qui transforme chaque journée, pendant que l'extérieur continue d'exiger la même performance, la même disponibilité, la même légèreté apparente. Cette solitude n'est pas romantique, elle est logistique, mentale, parfois brutale. Elle consiste à maintenir une cohérence entre ce qui est montré et ce qui est vécu, sans jamais pouvoir aligner totalement les deux. Le mariage discret ne crée pas cette tension. Il l'expose sans la résoudre. Il impose une discipline constante. Ne pas se plaindre, ne pas s'expliquer, ne pas se justifier. Paradoxalement, cette solitude est aussi ce qui renforce la structure. Le couple devient le seul lieu où la réalité peut être dite sans traduction. Il n'y a pas de public à convaincre, pas de récit à optimiser. Il n'y a que des ajustements concrets, des décisions prises à deux, sous contrainte de temps et de corps. Le mariage cesse alors d'être une identité sociale. Il devient un outil de stabilisation interne. Mais cette solidité a un coût. Elle exige de renoncer à une forme de reconnaissance. Le mariage non visible ne reçoit aucun retour, aucune validation, aucune compensation symbolique. Il doit se suffire à lui-même. Et cette autosuffisance n'est possible que si les deux acceptent de porter ensemble le poids d'un choix qui ne sera jamais applaudi. À ce stade, la solitude n'est plus un accident. Elle est intégrée au système. Elle fait partie du prix à payer pour maintenir une vie privée fonctionnelle dans un espace public saturé. Le mariage ne protège pas de l'isolement. Il l'organise, le rend supportable, parfois même productif. Il transforme l'absence de regard en condition de stabilité. Et cette transformation, une fois enclenchée, ne peut plus être annulée sans faire s'effondrer l'ensemble. À partir du moment où l'enfant existe, déjà présent ou en devenir, la responsabilité cesse d'être un principe abstrait. Elle acquiert une masse. Elle occupe du temps, consomme de l'énergie, impose une présence réelle. Le mariage dans ce contexte ne sert plus à déclarer un engagement. Il sert à supporter une charge continue, mesurable, non transférable. La responsabilité ne se manifeste pas par de grandes décisions, mais par une accumulation de contraintes mineures qui ne laissent aucun répit. Horaires à adapter, fatigue à anticiper, absence à justifier sans jamais pouvoir en donner la vraie raison. Chaque choix devient une opération d'équilibre entre ce qui doit être maintenu publiquement et ce qui doit être protégé intimement. Le mariage agit comme une charpente, invisible, mais indispensable pour que l'ensemble tienne. Cette responsabilité transforme aussi la notion de réussite. Les critères habituels, visibilité, reconnaissance, progression, perdent de leur centralité. Ils ne disparaissent pas, mais ils ne suffisent plus. Le succès ne se mesure plus uniquement à ce qui est accompli, mais à ce qui n'a pas été sacrifié. Le mariage devient alors un point de résistance contre la logique d'expansion permanente. Il n'y a pas ici de discours moral. La responsabilité ne rend pas meilleur, elle rend plus contraint. Elle réduit l'espace des improvisations. Elle oblige à penser en termes de continuité plutôt que d'opportunité. Le mariage, loin d'offrir un confort affectif garanti, impose une rigueur nouvelle, celle de tenir une structure stable pendant que tout autour continue de fluctuer. La grossesse ou la présence effective de l'enfant accélère cette transformation. Le temps personnel se fragmente. L'attention se partage sans jamais se reposer pleinement. Le corps, soumis à la fatigue et à la vigilance constante, rappelle que la responsabilité n'est pas un concept, mais une expérience physique. Le mariage ne protège pas de cette usure. Il l'organise pour qu'elle reste supportable. À ce stade, la responsabilité n'est plus un choix renouvelable. Elle devient un état permanent. On ne peut ni la suspendre, ni la déléguer sans fragiliser l'ensemble. Le mariage agit alors comme une frontière claire. Il définit ce qui doit être assumé coûte que coûte et ce qui peut être abandonné sans mettre en danger l'équilibre fondamental. Ce qui subsiste enfin n'est ni l'enthousiasme ni la peur, mais une forme de lucidité dense. La responsabilité ne promet rien, elle ne récompense pas.
Elle exige seulement d'être portée avec constance. Et le mariage, privé de toute mise en scène, devient l'outil par lequel cette exigence peut être soutenue dans la durée, sans bruit, sans témoin, sans possibilité de retour en arrière. La liberté ne disparaît pas avec le mariage, elle change de statut. Elle cesse d'être un espace ouvert et devient une variable sous contrainte. Ce qui était auparavant spontané doit désormais être compatible avec une structure qui ne se voit pas, mais qui gouverne. La liberté n'est plus expansive, elle est conditionnelle. Elle existe, mais à l'intérieur d'un périmètre accepté, sans débat public. Cette redéfinition est brutale parce qu'elle ne s'accompagne d'aucun rituel de transition. Rien ne marque officiellement le passage. Il n'y a pas de seuil symbolique, seulement une série de micro-renoncements qui s'installent sans bruit. Le mariage non nommé impose une discipline intérieure plus exigeante que n'importe quelle obligation sociale, précisément parce qu'il ne bénéficie d'aucun soutien extérieur. La grossesse ou la présence de l'enfant rend cette nouvelle liberté immédiatement testable. Le temps libre n'est plus un droit implicite, il devient un ajustement rare, négocié, fragile. Le corps rappelle sans cesse ses limites. La fatigue redessine les priorités. La liberté ne consiste plus à choisir ce que l'on veut faire, mais à décider ce que l'on peut encore maintenir sans rompre l'équilibre. Dans ce cadre, le mariage agit comme un filtre sévère. Il ne dicte pas des choix précis, mais il élimine les options incompatibles avec la continuité du système. Certaines envies deviennent irréalistes, non parce qu'elles seraient interdites, mais parce qu'elles coûteraient trop cher à l'ensemble. La liberté se mesure alors à la capacité d'assumer lucidement ce coût, pas à l'illusion de l'absence de limite. Cette transformation produit un sentiment ambigu. D'un côté, une perte réelle, celle de l'indétermination, de la disponibilité totale, de l'imprévu non problématique. De l'autre, une forme de précision nouvelle. Les décisions, moins nombreuses, gagnent en densité. Elles ne sont plus dispersées. Elles s'inscrivent dans une logique de durée. La liberté cesse d'être un mouvement. Elle devient une orientation. Le mariage discret ne cherche pas à réconcilier cette tension. Il l'installe comme une donnée permanente. Il ne promet pas une liberté plus élevée, seulement une liberté plus cohérente avec ce qui existe déjà. Cette cohérence n'a rien de confortable. Elle exige une vigilance constante, une capacité à renoncer sans dramatisation, à choisir sans justification publique. À ce stade, la liberté n'est plus une valeur proclamée. Elle devient une pratique silencieuse, exercée dans les interstices du quotidien, là où la structure laisse encore de l'espace. Le mariage n'abolit pas cet espace. Il le rend plus étroit, plus exigeant, mais aussi plus réel. Et c'est dans cette étroitesse assumée que la liberté cesse d'être un slogan pour devenir une responsabilité supplémentaire, portée sans témoin, sans décor, sans possibilité de retour à l'état antérieur.